J'ai vu ma fille compter des pièces au centre commercial. Ce que son mari lui a fait m'a choquée. Je me souviens exactement du moment. C'était une fin d'après-midi où la lumière du centre commercial tirait vers l'or pâle. Les kiosques faisaient un cliquetis discret, des parfums industriels flottaient entre les enseignes. Je l'ai vue de loin d'abord, une silhouette dans un uniforme d'infirmière, assise seule au food court, penchée sur ses mains. Elle comptait des pièces comme si chaque centime devait être argumenté, pesé, justifié. Ses chaussures étaient usées, le rebord du tablier propre mais un peu délavé, et elle tenait un gobelet de café comme si c'était un précieux talisman. Je ne l'ai pas reconnue sur le coup. Ce n'était pas seulement la fatigue sur son visage, ni la maigreur qui commençait à dessiner ses pommettes, c'était l'abattement. J'ai traversé la foule, à petits pas, et quand je me suis assise en face d'elle, elle a sursauté, comme si on la surprenait à quelque chose d'interdit. Ses mains tremblaient légèrement quand elle a posé les pièces sur la table, les alignant comme si elles avaient une raison d'être séparées. « Maman » a-t-elle soufflé. Ce mot m'a percuté. Sophia, ma fille, infirmière en qui j'avais confiance pour soigner les autres, mère d'une petite fille vive comme un rayon de soleil, Emma, qui venait de fêter ses 4 ans. Et pourtant, là, elle comptait des pièces. Ce que j'ai vu ce jour-là n'était pas un état passager. C'était le symptôme d'un naufrage qui avait pris des mois, parfois des années, pour se révéler. Ce jour-là, ma fille m'a dit des choses qui m'ont glacée, qu'on l'empêchait d'accéder à son compte, que les clés de la maison ne lui appartenaient plus, que d'étranges documents avaient transféré la propriété de leur logement à une société qu'elle ne connaissait pas, que le loyer que devait payer le locataire était perçu par quelqu'un d'autre. Elle m'a dit que Richard, son mari, lui donnait une enveloppe par semaine, parfois juste un billet, et qu'elle devait rendre des comptes sur ce qu'elle dépensait. Elle a baissé la voix quand elle a évoqué Diane, la belle-mère, qui chuchotait à l'oreille d'Emma des phrases qui la poussaient à douter de sa mère. J'aurais voulu à ce moment-là la prendre dans mes bras et balayer tout d'un revers, mais je me suis rappelé, ancien métier, réflexe de juriste immobilière, que l'urgence n'était pas seulement affective, il fallait des preuves. Les violences financières et l'aliénation parentale se nourrissent du secret. Elles prospèrent quand personne ne voit. Alors j'ai décidé d'agir, et j'ai fait une promesse silencieuse à Sophia et à Emma. Je n'allais pas partir tant que je n'aurais pas tout essayé pour remettre ma fille sur pied. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et aimez la vidéo pour soutenir d'autres témoignages et trouver des ressources. Nous avons commencé par les petits gestes qui semblent anodins, mais qui composent l'architecture d'un contrôle. J'ai demandé à Sophia de me raconter depuis le début, calmement, sans la presser, et elle a déroulé un fil fait d'isolement progressif. Au début, Richard avait insisté pour gérer les comptes, pour simplifier. Puis, il avait commencé à vérifier les factures. Un transfert ici, une signature là, des promesses d'aide financière transformées en contrats opaques. Parfois, il y avait des mensonges subtils. « Tu n'es pas capable, tu as déjà trop fait d'erreurs, laisse-moi faire ». Quand on isole financièrement quelqu'un, on lui vole à la fois autonomie et dignité. Sophia avait déjà essayé d'aller porter plainte. Elle était allée au commissariat un soir, les yeux fatigués, la voix tremblante, expliquer qu'on lui avait coupé l'accès à ses comptes, qu'on l'avait contrainte à signer des papiers qu'elle n'avait pas lus parce qu'on la mettait sous pression. Les policiers avaient pris note, mais sans preuve claire, les réponses administratives peuvent être tièdes. « Venez avec des documents », lui avait-on dit, « montrez-nous ce que vous savez ». Elle est repartie bredouille et honteuse d'avoir espéré trouver une aide immédiate. À ce stade, j'ai mobilisé mon réseau. Margaret, mon ancienne assistante juridique, a été la première à répondre à mon appel. Margaret connaît le langage des dossiers, la manière de rassembler un dossier qui tient. Ensuite, James, un détective privé avec qui j'avais travaillé autrefois sur des dossiers d'occupation frauduleuse, s'est proposé pour surveiller discrètement et collecter des éléments. Et j'ai pris contact avec Catherine Park, avocate spécialisée en droit de la famille, une professionnelle que je connaissais, brillante et ferme, qui comprend l'urgence des situations où il faut agir vite pour l'enfant. La collecte de preuves a été méthodique. Nous avions besoin de 3 choses: montrer l'existence d'un contrôle financier, prouver la falsification ou la contrainte administrative et documenter l'aliénation d'Emma. James a commencé par photographier et filmer discrètement l'état du logement où Sophia vivait réellement. Non pas la maison principale, mais le garage aménagé, les traces de vis serrées, les factures non réglées jetées dans une boîte. Margaret m'a aidé à demander, par des voies légales, des relevés, ceux-ci souvent feuilletés au départ, puis à repérer des transferts suspectés. Nous avons trouvé des virements sortants, des loyers encaissés au nom d'une société inconnue, des signatures qui ne correspondaient pas exactement à celles de Sophia. Trouver une signature différente n'est pas en soi une condamnation, mais c'est un indice qui appelle une enquête. Avec des copies de la carte d'identité, des anciennes factures et des documents où la signature de Sophia avait été authentifiée, Margaret a su montrer à Catherine que la comparaison laissait penser à une falsification.
Nous avons aussi rassemblé des échanges de messages, SMS et courriels, où Richard demandait à Sophia de rendre des comptes et où il suggérait qu'il gérait l'argent pour le bien de la famille. Ces messages, sortis de leur contexte de domination, devenaient des pièces qui, mises bout à bout, dessinaient un tableau inquiétant: privation d'accès, appropriation de revenus, appropriation de biens. L'aliénation parentale est plus difficile à documenter. Les paroles glissées à l'oreille d'un enfant, les sous-entendus répétés, les conversations privées entre la belle-mère et la petite qui minent la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut photographier. Mais on peut enregistrer des patterns, des rendez-vous annulés, des refus d'accès, des propos rapportés par la grand-mère paternelle qui dicte un récit, des photos d'Emma où elle est séparée de sa mère lors d'événements familiaux. Nous avons commencé à rassembler témoignages et photos, en demandant à des proches de noter ce qu'ils voyaient, à des collègues de Sophia de témoigner que son comportement avait changé au travail, à des voisins de confirmer qu'elle semblait vivre dans un espace réduit. Chaque preuve avait son poids, mais il fallait les organiser. Catherine a créé un classeur épais: chronologie, extrait de relevé, comparaison de signatures, capture d'écran, photos du garage, déclaration signée de témoins. Elle a préparé une requête pour une audience d'urgence, une demande de mesures provisoires visant à protéger l'enfant et à rétablir les droits de ma fille, notamment l'accès à son compte bancaire et un gel des transferts suspects. Nous savions que le tribunal ne promettrait pas la lune, mais une ordonnance temporaire peut tout changer. Elle peut rendre effectifs des droits le temps qu'une enquête plus complète soit menée. Avant l'audience, il y a eu des nuits blanches et des moments où la colère me prenait à la gorge. J'étais en colère contre Richard pour ce qu'il faisait, mais j'étais aussi en colère contre le système qui oblige souvent une victime à se battre seule pour prouver ce qu'elle subit. Je devais canaliser cette colère pour être efficace. C'est la même chose que je disais à Sophia. Nous allons laisser les preuves parler, nous allons être méthodiques, et nous allons t'entourer. Quand nous sommes arrivés au tribunal ce matin-là, tout semblait à la fois ordinaire et solennel. Les couloirs avaient l'odeur des lieux publics, une mixture de café, d'imprimés et de tension. Richard était là, entouré d'un avocat, avec Diane à ses côtés. Ils avaient un air de cool calculé, comme si rien n'avait bougé. Mais quand Catherine a posé notre classeur sur la table, les pages ont claqué légèrement, et il était évident que nous avions préparé un dossier robuste. Au cours de l'audience, Catherine a expliqué, simplement, sans dramatiser, ce que les documents montraient: des transferts suspects, une appropriation progressive des revenus locatifs, et des documents qui semblaient avoir été signés sans le consentement éclairé de Sophia. Elle a présenté des photos du garage comme illustration de la condition de vie, pas pour choquer, mais pour montrer la réalité quotidienne. Elle a parlé aussi de l'aliénation parentale, des témoignages montrant que l'accès à l'enfant était restreint et que des comportements visant à éloigner Emma de sa mère avaient été entendus et documentés. De l'autre côté, les avocats de Richard ont tenté de minimiser. Il s'agit d'une organisation familiale, d'un arrangement. Les documents sont valides jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait une enquête approfondie. C'était précisément notre objectif, obtenir le temps de cette enquête tout en assurant la sécurité émotionnelle et matérielle de Sophia et d'Emma. Le moment le plus intense a été quand Catherine a demandé une mesure très concrète, une garde d'urgence temporaire assortie d'un accès direct au compte bancaire, le temps que la situation soit clarifiée. Les mots « garde d'urgence » ont flotté dans la salle. J'ai vu Sophia se tenir raide, la mâchoire serrée, et j'ai senti la petite main d'Emma, qui était là aussi, se glisser dans la mienne sous les tables. Elle ne comprenait pas tout. Elle savait seulement qu'elle voulait être avec sa maman. Le juge n'a pas prononcé une sentence définitive. Rien n'est jamais définitif dans une audience d'urgence. Mais il a accordé des mesures provisoires. Remise temporaire de l'enfant à la mère, interdiction de disposer des fonds suspectés jusqu'à une vérification et ordre d'accès aux documents bancaires nécessaires à l'enquête. Nous avions obtenu un cadre pour continuer l'action légale sans que tout soit détruit. Ce n'était pas une victoire éclatante au sens hollywoodien, mais c'était une victoire pragmatique. Cela a permis à Sophia de récupérer les clés de la maison, de revenir vivre dans une maison qui lui appartenait de fait et d'avoir des garanties minimales. Richard a été autorisé à rendre visite de façon supervisée pendant que l'enquête se poursuivait. Diane, selon l'ordonnance, devait rester à distance des situations où elle pourrait influencer l'enfant. La restitution n'a pas été instantanée de tout. Réparer des mois d'exploitation financière demande des mois. Nous avons dû négocier pour que les loyers perçus illégalement soient restitués ou compensés par le biais de règlements. Nous avons obtenu le retour du véhicule de Sophia après vérification. Les comptes ont été débloqués sous supervision judiciaire pour permettre une gestion prudente des fonds. Ces décisions étaient le fruit d'une stratégie juridique et d'un assemblage de preuves plus qu'un miracle. Mais au-delà du matériel, c'est la reconstruction psychologique qui a demandé le plus d'efforts. Sophia avait perdu du poids, elle avait perdu confiance en elle, elle avait été culpabilisée. Son retour à la maison a été progressif,
Nous avons organisé des consultations avec une thérapeute spécialisée en violence économique et en aliénation parentale. L'accompagnement thérapeutique a aidé Emma à retrouver ses repères et à tisser lentement un lien de sécurité avec sa mère. Victoire, rechute, encouragement. Une chose que je veux souligner, parce que je suis ancienne avocate et que je le dis toujours sans vouloir donner de leçons, c'est qu'on ne doit pas blâmer la victime pour avoir laissé faire. L'emprise se construit petit à petit, souvent sous la forme de « je fais ça pour toi ». On discipline, on isole, on minore ensuite les réactions. Quand on est pris dedans, on peut croire que c'est normal. La honte empêche de parler. Ma fille m'a dit qu'elle avait fermé sa bouche parce qu'elle ne voulait pas être la source de problèmes. C'est tragique, mais tellement courant. L'autre leçon est la nécessité de réseau. Une victime isolée est vulnérable. Nous n'avions pas agi seuls. Margaret a fait le tri administratif, James a rassemblé des preuves que la police n'avait pas saisies, Catherine a préparé une stratégie compatible avec le droit de la famille et les priorités de l'enfant. Les professionnels compétents n'ont pas tout résolu, mais ils ont permis de structurer une réponse. Je veux être claire, aucune de ces actions n'est une garantie universelle. Chaque cas est différent, chaque juridiction a ses règles. Mais avoir du soutien, c'est augmenter sérieusement les chances d'un résultat protecteur. Il y a eu des conséquences aussi sur les relations familiales. Certaines personnes ont pris position d'un côté, d'autres ont pris de la distance. La famille est une toile fragile. Nous avons perdu des amis, gagné des alliés. Le conflit avait aussi une dimension publique, la honte, le regard des autres, et nous avons dû apprendre à nous protéger de ce qui pouvait nuire à la reconstruction. Nous avons flouté des noms, expliqué des faits sans entrer dans le voyeurisme, et nous avons insisté sur la dignité de Sophia et d'Emma. Peu à peu, la vie a repris des couleurs. Le premier soir où Sophia a préparé un dîner pour Emma et moi, après la période la plus tendue, j'ai senti une chaleur tranquille s'installer. On a ri pour rien, on a chanté une chanson ridicule. Le simple fait d'avoir Emma qui saute sur le canapé, les joues rougies, a été une victoire. Elle a soufflé ses bougies d'anniversaire entourées de personnes qu'elle aimait, et non de voix qui lui disaient de douter de sa mère. Nous avons fêté avec une simplicité choisie. Une petite table, des guirlandes, des voisins venus apporter un gâteau. Sophia a repris confiance au travail. Elle a dû faire face à des collègues qui avaient remarqué sa fragilité, mais elle a reçu du soutien. Sa hiérarchie l'a accompagnée pour des aménagements temporaires d'horaires. Elle a suivi des séances de gestion financière pour reprendre la main sur ses comptes et reconstruire une stabilité. La restitution des fonds, partielle, parfois négociée, l'a aidée à solder quelques dettes, à refaire une tirelire pour Emma, à remettre de l'ordre dans l'appartement. Ce que je garde de tout cela, au-delà des papiers et des audiences, c'est un sentiment profond. La protection, c'est un acte quotidien. Être présent pour quelqu'un, l'écouter sans juger, lui offrir une rampe pour remonter. Mon rôle n'a pas été de sauver ma fille seule, mais de créer les conditions pour qu'elle puisse se sauver elle-même, avec appui. C'est peut-être la leçon la plus importante pour les proches, l'écoute active, la mobilisation d'un réseau et la recherche de preuves sans humilier la personne aidée. Il existe aussi des signes précurseurs que je veux partager, car reconnaître tôt peut éviter des années d'enfermement. Les indicateurs ne sont pas toujours dramatiques. Petites remarques constantes sur la compétence financière de la personne, besoin d'avoir le mot final, micro-gestes d'économie imposés, isolement progressif des amis et de la famille, accès restreint aux informations bancaires, petites humiliations déguisées en conseils. Si vous entendez souvent un « je fais ça pour toi », interrogez-vous sur le sens réel de cette phrase. Si un proche s'excuse toujours pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il peut porter un fardeau que quelqu'un met sur lui. Je veux aussi mettre en garde contre deux réactions courantes, mais peu aidantes. La complicité silencieuse de l'entourage, ne nous mêlons pas de ça, et la tendance à blâmer la victime. La première laisse l'abuseur opérer en paix, la seconde renforce la honte. Ce que nous avons fait en nous mobilisant, c'est créer une réponse qui respecte la personne blessée, qui ne la met pas en scène et qui utilise les leviers juridiques et humains disponibles. Mon rapport avec Richard a changé. Il a eu des moments de colère, de défensive, puis des tentatives de négociation. Nous avons assisté à discussions tendues dans des cabinets d'avocats. Son avocat a exercé des contre-pressions, tactiques usuelles de défense. Mais la justice n'est pas un pugilat, c'est une procédure. Nous avons tenu notre cap. Clarté, preuve, intérêt supérieur de l'enfant. À la fin d'un épisode houleux, il a accepté une convention d'accès supervisé. Ce n'était pas l'effacement de tout pouvoir, mais une mise en garde. On ne joue pas avec la sécurité d'un enfant sans conséquence. Après plusieurs mois, nous avons signé des accords qui ont mis fin à certaines pratiques illégales. Restitution partielle des montants indûment perçus, renégociation des titres de propriété et reconnaissance formelle par Richard de certaines responsabilités. Ces accords ont pris la forme de documents homologués, ce qui a réduit le risque de nouvelles manipulations.
Mais je tiens à rappeler une fois encore que tout cela dépend fortement des preuves et du contexte local. Dans d'autres cas, les issues peuvent être différentes. L'important est d'essayer, d'agir avec prudence et d'être accompagnée. La guérison a été lente. Sophia a recommencé à sourire sans culpabilité. Elle a réappris à décider seule de petites dépenses, à reprendre une boîte mail, à faire ses déclarations sans craindre un coup de téléphone. Emma avait besoin de temps pour remettre sa mère en confiance. Les nuits où elle appelait au secours, la thérapeute nous a guidés, nous a montré des jeux, des phrases, des rituels. Les anniversaires sont devenus des rituels de reconquête. Aujourd'hui, nous avons retrouvé une vie plus sereine. Nous sommes revenus vivre dans ce logement qui avait été instrumentalisé contre eux, mais il en porte encore les traces, comme des égratignures sur une table. Nous avons repeint, trié, jeté ce qui rappelait la période sombre. Sophia a planté des herbes sur le balcon. Emma arrose tantôt trop, tantôt pas assez, et rit quand la terre colle aux doigts. Ces petites choses ont une valeur immense. Elles signifient que la vie reprend son cours. Je veux conclure par ce message. Si vous voyez quelqu'un qui compte des pièces au centre commercial, ne détournez pas le regard. Parfois c'est un signe, parfois c'est un indice qui appelle une main tendue. On ne peut pas tout résoudre, mais on peut mobiliser des ressources, écouter et aider à rassembler des preuves. Il y a des professionnels, avocats, travailleurs sociaux, associations, qui peuvent accompagner. Et il y a la force d'un proche qui refuse d'abandonner.